Bonsoir Eric. Bonsoir Pauline. Alors on se retrouve ce soir pour une grande FAQ, donc ça va être un exercice un petit peu particulier. On va pouvoir aborder beaucoup de sujets qui sont en lien avec notre média Livre Noir. On va parler de son fonctionnement, on va parler aussi du monde médiatique qui nous entoure et qui peut nous attaquer parfois. On va parler des objectifs de Livre Noir, de nos voyages à l'étranger. On a en ce moment des journalistes en Israël. Pierre-René, Paul Lionel, ouais. Pour couvrir le conflit, tout à fait. Et moi, mon rôle, ça va être de te poser les questions. Donc c'est bien parce qu'on en a reçu pas mal. Et tu vas pouvoir vraiment aller dans le fond des sujets. C'est vrai que je pense qu'on n'est jamais allé précisément sur le fonctionnement de Livre Noir, sur nos objectifs, sur notre ligne éditoriale, sur toutes les questions qui ont pu être posées. Et aussi, je pense que c'est le début d'un changement aussi immédiat. On essaye d'être beaucoup plus en proximité avec nos auditeurs. Donc j'espère que ce type de FAQ, on le fera plus souvent. Alors justement, on va commencer par une première question qui a été vraiment beaucoup posée, qui concerne les chiffres de vente de Livre Noir. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là ? Et où est-ce qu'on en est au niveau des objectifs globaux de Livre Noir ? Alors, comme le savent nos auditeurs, on a lancé un magazine, donc un trimestriel, fin septembre, de 260 pages. Et c'était véritablement un défi, parce qu'en règle générale, les médias passent du papier vers le digital. Et nous, on a fait un peu un réflexe inverse. On est parti du digital vers le papier. Et au début, beaucoup d'ailleurs me disaient « Oui, mais c'est un peu fou, etc. Pourquoi vraiment ? Le papier, c'est en déclin. » Et ça me semblait vraiment important pourtant, parce qu'en fait, on a une audience qui est qualitative. Là-dessus, j'en suis très fier avec l'équipe. Et je pense que cette audience, elle aime avoir aussi un objet, un bel objet, parce que les gens ont pu le voir sur le magazine, et qu'aussi, il y a une autre bataille à mener, pas seulement la bataille des médias numériques, mais la bataille en kiosque. Donc, c'est une vraie fierté d'aller dans un kiosque aujourd'hui et de trouver le magazine de Livre Noir. En tout cas, pour moi, c'était une vraie émotion. Et il s'avère que le public a été véritablement au rendez-vous, parce que c'est un succès que moi-même, je ne m'y attendais pas. Il faut savoir qu'on a fait un tirage de 30 000 exemplaires. 30 000 exemplaires pour un magazine trimestriel, ça nous met dans les plus importants tirages aujourd'hui en France. Et il faut savoir aussi qu'en règle générale, on ne peut pas vendre 100% des magazines. Parce que pour être présent dans un village, dans certains endroits, il faut au moins mettre 5 magazines dans un kiosque. Je suis un peu technique, mais comme ça, je réponds vraiment à tous les éléments. Même s'il n'y en a que 2 ou 3 qui sont vendus. Donc on ne peut pas vendre 100%. Et en règle générale, lorsqu'une vente est excellente, c'est 60% de tous les tirages qui ont été faits. En comparaison, par exemple, j'ai vu le JDD est à 52%, l'Express vend 12 000 exemplaires, et là, pour un premier, alors c'est le premier tirage, donc évidemment, il y a un effet de curiosité, on atteint les 60% de vente, parce que ça va encore rester pendant un mois dans les kiosques. Hein, nos abonnés, nos auditeurs vont pouvoir le retrouver jusqu'au 6 décembre. Et donc là-dessus, c'est énorme. On a vendu beaucoup plus que l'Express aujourd'hui, parce qu'au final, on va se retrouver entre 18 000 et potentiellement 20 000 magazines qui auront été vendus. Donc ça, c'est vraiment un succès. On est très contents. Et c'était un gros travail qui fait de Livre Noir, on reviendra tout à l'heure dessus j'imagine, un média vraiment à 360 degrés, du digital, du papier, et autour aussi d'enquêtes, parce que là c'était sur l'immigration, avec près de 60 pages, 70 pages d'enquête sur tous les éléments. Donc là-dessus on est très fiers au sein de l'équipe. Alors justement, ce retour de Livre Noir, il signe aussi l'apparition de pression et de menaces dont vous avez parlé. Donc on a eu beaucoup de questions là-dessus, c'est assez compréhensible. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé ? Alors c'est vrai que depuis la relance de Livre Noir, j'ai rarement vu autant de pression, de menaces et de bâtons dans les roues qui nous ont été mises. D'une certaine façon, j'y suis malgré tout habitué. Et ça montre aussi que en fait, notre succès les dérange. Je pense qu'on les a dérangés sur plusieurs phases. La phase sur Lampedusa, on reviendra tout à l'heure, de notre événement de la grande confrontation et surtout du magazine. On a vécu 3 choses. En règle générale, j'en parle pas, mais là, je trouve que dans un exercice de transparence, c'est important. Le premier, c'est la grande confrontation.
On n'a pas beaucoup communiqué dessus, mais on s'est retrouvé avec des associations d'extrême gauche qui ont appelé à manifester donc devant le cirque d'hiver à Paris. Ils disaient que c'était devant le cirque des racistes, de la haine avec Éric Zemmour, etc. Et donc ils voulaient venir avec des migrants. Ça a été relayé d'abord par le blog de Mediapart. C'est assez intéressant de voir comment, en fait, pour faire émerger des manifestations, le blog de Mediapart est un véritable relais. Et également par Street Press, un journaliste de Street Press dont on connaît les accointances aujourd'hui avec des militants de l'extrême gauche la plus radicale. Et donc, il y a 5 camions de CRS qui ont dû être dépêchés sur place, donc près d'une centaine de policiers. Et nous, de notre côté, on a été dans l'obligation de faire appel vraiment à une société de sécurité pour protéger d'un côté les invités, des personnalités comme Éric Zemmour, comme le député de La République En Marche, Carl Olive, etc. Dans un endroit, le cirque d'hiver, qui est connu aussi pour potentiellement être dangereux. On se rappelle que Valeurs Actuelles, il y a 4 ans, il y avait des Femen qui étaient venus sur scène. Et donc, typiquement, c'est le genre de choses qui a un coût, et donc on se retrouve avec 10 000 euros de frais de sécurité qui doivent être développés. Donc ça, c'est un premier point qui a été important. Le deuxième, encore plus surprenant, c'est que quelques jours après cet événement, on s'est retrouvé avec l'ensemble de nos comptes bancaires qui ont tout simplement été fermés. Donc pas de raison officielle, c'est toujours la même chose. Une banque peut décider aujourd'hui de fermer vos comptes. Je sais que, par exemple, Vincent Lapierre avait subi ça, sans justification. Il n'y avait aucune raison, parce qu'on avait des comptes bancaires où il y avait de l'argent dessus. En plus, c'est le début de l'année, il y avait une bonne trésorerie, il n'y avait aucune raison que ça saute, à part le fait qu'on avait été ciblé quelques jours avant, successivement par l'Express, Libération, c'était Libération qui avait commencé, Le Monde, et d'autres médias comme cela. Donc on s'est retrouvé en fait à devoir mobiliser le comptable, l'équipe, etc. Vous imaginez, vous n'avez pas de compte bancaire. Et ça, ils le savent. Ils savent que c'est des bâtons dans les roues. Au bout du compte, il y a une banque qui nous a dit non, après nous avoir fait tourner pendant 2 ou 3 semaines. Et finalement, on a réussi à trouver une solution aujourd'hui. Mais ça montre à quel point aujourd'hui, alors qu'on est un média qui est quand même protégé par le ministère de la Culture, on a l'agrément, etc., qu'en fait, la liberté de la presse est très compliquée pour les médias comme nous. Donc ça, c'est un point qui est important. Et le troisième élément, c'est qu'on s'est retrouvé, alors on ne peut pas donner tous les éléments parce qu'en fait, on est encore en procédure, avec un partenaire commercial avec qui on travaille au quotidien, dont on a besoin vraiment pour notre fonctionnement de l'équipe. Et donc, il s'est retrouvé sous la menace de mise en demeure de plusieurs personnes de gauche qui se sont liguées pour faire en sorte de couper toute relation de travail avec nous. Donc, évidemment, c'est quelque chose de stressant. Donc, moi, je me suis retrouvé ces 2 dernières semaines à faire quasiment que ça sur ces éléments. Donc, c'était beaucoup de menaces. On y a clairement résisté. Là-dessus, on tient bien, donc on est content. C'est le message qu'on veut envoyer à nos auditeurs. De l'autre côté, c'est vrai que c'est le genre de choses où ils savent très bien que c'est un coût. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 15-20 000 euros de frais différents qui sont faits. J'en parle pour dire vraiment à ceux qui nous regardent que d'un côté, on sait à quoi s'en tenir quand on fait ce métier. De l'autre, ceux qui nous regardent doivent savoir à quoi s'en tenir aussi quand on porte certains sujets. Et notamment la partie financière qui est extrêmement importante, je pense qu'on reviendra dessus tout à l'heure, qui est le fait qu'on a pu réussir à avoir ce formidable succès de Livre Noir et de notre magazine. De l'autre côté, aujourd'hui, on a absolument besoin du soutien de nos abonnés, de donateurs, etc. Parce qu'ils savent de l'autre côté qu'ils veulent taper à notre portefeuille. Ça me fait penser un peu à Marine Le Pen, à qui on a reproché de faire des prêts bancaires à l'étranger, etc., alors que les banques refusent de lui faire des prêts systématiquement. On voit, cette semaine, elle a lancé un grand emprunt auprès des adhérents du Rassemblement national parce qu'en fait, elle a une incapacité aujourd'hui de faire des prêts alors qu'elle est testée dans les sondages à 31%, ce qui est absolument scandaleux. Ça montre que derrière une forme de réussite dans la bataille culturelle et médiatique de la droite, aujourd'hui, il y a encore des forces économiques et financières qui, clairement, ne nous empêchent pas de faire notre travail, ça c'est important de le dire, mais nous mettent des bâtons dans les roues, nous font perdre du temps et perdre de l'argent là-dessus. Donc voilà, c'était différents éléments. Et je ne reviens même pas sur tous ces articles de presse diffamatoires qu'on a subis, mais auxquels je suis habitué, et en règle générale, je ne relève pas. Alors malgré toutes ces attaques dont tu viens de parler, Livre Noir s'est quand même relancé, et justement on a un auditeur qui demande comment avez-vous fait pour redresser ce journal aussi efficacement ?
Alors c'est important de comprendre qu'on a eu une année effectivement où c'était plutôt calme. On a fait quelques entretiens, on essayait de garder la formule d'entretien hebdomadaire. J'ai essayé de le faire à moindre coût parce qu'il y avait cette idée aussi qu'il fallait absolument que les médias indépendants se professionnalisent. Donc vous savez, aujourd'hui, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a une droitisation des médias grâce à une forme de bollorisation des médias. On pense à CNews, on pense au JDD, on pense aussi, mine de rien, à Valeurs Actuelles. Mais de l'autre côté, il y a les médias purement indépendants qui ont un besoin de se professionnaliser. Donc moi, pendant un an, j'ai vraiment voulu mûrir ce projet et trouver aussi la bonne équipe. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, le succès de Livre Noir, c'est une belle équipe. On est près de 17, qui en fait est complètement mobilisée et qui apporte quelque chose de différent, avec des jeunes qui sont vraiment engagés, qui n'ont pas peur de partir. Par exemple, sur Israël, Pierre-René et Paul Lionel, je les ai appelés la veille. Je leur ai dit, voilà, est-ce que tu es partant de partir en Israël? Pierre-René était à fond. Il rentrait tout juste d'un reportage d'une semaine où il allait à Anvers, à Rotterdam, à Amsterdam, sur tout un sujet sur l'islamisme en Europe et le trafic de drogue. Et pour autant, il a voulu partir directement. Donc je pense que c'est d'abord et avant tout ça qui fait le succès de cette relance et qui fait aussi que Livre Noir aujourd'hui, tout en conservant son ADN de départ, n'est plus le même média qu'avant. Très bien. Et vous parlez justement des difficultés financières. Est-ce que vous avez des investisseurs et qui sont-ils ? Alors ça, c'est vraiment des questions sur l'organisation en tant que telle de Livre Noir. Aujourd'hui, on a un investisseur qui nous aide notamment sur tout ce qui est partie de trésorerie. C'est important. Pourquoi aussi ces questions-là sont intéressantes? Parce qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes parlent de l'aspect de guerre culturelle. Il faut comprendre aussi comment ça fonctionne derrière, et c'est l'objectif de ma réponse. On a un investisseur qui est un industriel français qui s'appelle Géraud Verny, qui est spécialisé dans la reprise d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va trouver des usines qui pourraient être liquidées, et donc il va arriver, il va proposer un plan de redressement de cette entreprise, également de sauvetage des employés, de localisation en France de ces emplois, et donc il va essayer de les relancer. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me parle beaucoup, parce que c'est vraiment, il n'y a plus beaucoup aujourd'hui d'industriels qui font ça, et donc lui, il nous apporte un soutien financier, notamment sur le lancement du média, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous lancez un magazine, il y a des frais structurels et de trésorerie qui sont vraiment importants. Il faut payer l'imprimeur longtemps avant. Les revenus de notre magazine, on ne les percevra que dans 4 mois. Donc il y a des vrais sujets de trésorerie qui font qu'on a besoin d'être soutenu au début. Lorsqu'on prend des bureaux, il faut une grosse caution, etc. Donc c'était important de commencer avec une mise de départ qui n'est pas énorme, qui nous permet de commencer au début les 3-4 premiers mois. De l'autre côté, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est un investisseur qui nous soutient de ce point de vue financier, mais qu'aujourd'hui, le média, il est complètement contrôlé en fait par nos journalistes, dans la mesure où je suis président de Livre Noir, donc depuis le début. Je suis le seul mandataire social de cette entreprise, parce que c'est une entreprise, et qu'aujourd'hui, en fait, je peux décider de la ligne éditoriale, des investissements de l'entreprise, de nos partenariats, etc. Je peux le décider en toute liberté, sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit ou de quelque investisseur que ce soit. C'est-à-dire qu'en fait, ça donne la force, je pense, et c'est une vraie différence par rapport à d'autres médias indépendants, y compris de droite, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une rédaction qui est en contact direct avec, tout simplement, avec en fait, ceux qui décident clairement des choses. Donc nous, on peut décider de ce qu'on veut, de ce qu'on va faire, des sujets qu'on va porter, etc. Parce qu'au bout du compte, j'ai pas quelqu'un au-dessus qui va me dire « tu dois faire ça, si tu le fais pas, tu vas être renvoyé, etc. » Donc cet aspect d'indépendance, elle est absolument essentielle. Je pense qu'elle n'a pas forcément été comprise par nos auditeurs de Livre Noir depuis le début. C'est pour ça que ça me semblait important d'en parler. C'est-à-dire que lorsqu'en fait un auditeur va nous donner son avis, va pousser un sujet, etc., à aucun moment donné, on doit passer coup de fil à un grand chef tout en haut ou à un conseil d'administration où il va falloir demander des autorisations, etc. En fait, on se retrouve à un comité de rédaction le lundi matin avec l'équipe. Moi, je consulte l'équipe. L'équipe, ils ont chacun leur personnalité. Ils donnent leurs idées. Et à un moment donné, eh bien, on dit on y va ou on n'y va pas. Et c'est parti. Donc ça, c'est le point qui est fondamental. Pour moi, personnellement, l'aspect d'indépendance
il est extrêmement clair. Et c'est un autre aspect aussi, je trouve, qui fait la différence de Livre Noir par rapport à d'autres médias. C'est que je pense qu'on est le seul média qui est dirigé, piloté par des jeunes qui n'ont pas plus de 30 ans. Et donc on n'est pas là depuis 15 ans, depuis 20 ans, on n'est pas du tout encore rentré dans quelque chose un peu de coutumier. On essaye toujours d'être dans une logique de développement parce qu'on est au service de nos abonnés et qu'en fait, ce qui compte, c'est ça, d'aller toujours plus haut et surtout d'être aussi connecté aux sujets actuels, de s'habituer. Donc, on a su le faire sur le digital, mais en même temps sans perdre d'éléments de fond, parce que ce sont des jeunes qui poussent de faire un magazine papier, ce qui n'est pas forcément évident pour les jeunes aujourd'hui. C'est plutôt les personnes âgées ou les quarantenaires qui vont acheter un magazine papier. Pourtant, toute l'équipe était vraiment contente de le faire. Justement, en parlant de presse-papier, toi, tu parlais de la droitisation de la presse, et on nous a demandé si Livre Noir pouvait trouver sa place dans la presse-papier au milieu du JDD, de Valeurs Actuelles, et pourquoi pas plutôt se renforcer sur le numérique. Alors déjà, on se renforce vraiment sur le numérique. Ça, c'est un autre aspect de succès de la relance de Livre Noir, c'est que sur les 6 dernières semaines, on a fait plus 30% sur nos différents réseaux sociaux, tels que Twitter. On est passé de 70 000 à 100 000 abonnés. Donc ça veut dire qu'en 6 semaines, par rapport aux 3 dernières années, on a fait plus 30% d'augmentation. Sur Instagram également. Instagram, on l'utilisait pas vraiment en fait avant. Là, on l'a professionnalisé, on fait des carousels, on fait des réels, on est vraiment actif dessus. Vous pouvez trouver aussi les coulisses de Livre Noir, etc. en story. Et donc, ça nous a permis de passer de 30 000 abonnés à 45 000 abonnés. Ce qui fait que sur les 6 dernières semaines, si vous comptabilisez toutes les vues qui ont été faites sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, et grosse dimension Twitter parce que était vraiment efficace là-dessus. Et je salue David, qui est notre responsable com sur le sujet, mais aussi journaliste, qui proposait des exclus. C'est qu'on a cumulé un peu plus de 38 millions de vues, donc ce qui est énorme. Donc le digital n'a absolument pas été négligé, au contraire, il a été renforcé. Et quelle est notre place par rapport au JDD, à Valeurs Actuelles ou encore à d'autres médias comme ça? C'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a des médias de masse. Des médias de masse comme CNews, comme le JDD, qui sont établis depuis 50 ans pour Valeurs Actuelles, depuis 75 ans pour le JDD, qui touchent du coup un large public. Mais nous, on n'est pas du tout sur ce créneau-là. Nous, on va essayer, en tant que média indépendant, parce qu'on n'est pas dans un gros groupe avec des milliardaires, même si c'est important que les milliardaires soutiennent la presse, bien entendu. On est plutôt en petite équipe. Nous, notre objectif, ça va être de proposer des éléments basés sur 2 choses, le terrain et le reportage. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'enquête. Ça veut dire qu'on a plus de temps. On n'est pas sur un format hebdomadaire. Chaque semaine, il va falloir sortir quelque chose. Nous, on ne va pas vouloir répéter ce que fait ou ce que disent les journalistes sur CNews, ce qui est absolument très bien. Je pense que CNews mène parfaitement la bataille aussi de l'opinion. Nous, on n'essaye pas de se positionner sur un média d'opinion, même si on a une opinion, qu'on l'exprime clairement, qu'on est de droite. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est plutôt à l'aise. Mais derrière, on va vouloir proposer des enquêtes, des sujets de terrain qui justement vont pouvoir servir à un moment donné d'éléments factuels. Factuel, ça ne veut pas dire neutre, je ne crois pas dans la neutralité dans le journalisme, qui vont être utilisés après par un Mathieu Bock-Côté, par une Charlotte Dornelas, qui vont pouvoir être repris, etc. C'est exactement ce qu'on a fait par exemple à Lampedusa. Pour revenir sur le cas de Lampedusa, en fait, je me suis réveillé un matin, il y a l'état d'urgence qui est décrété à Lampedusa, donc c'était mi-septembre, parce qu'il y avait une vague de migrants, donc un peu plus de 6 000 qui étaient arrivés sur l'île. À la fin, il y en a eu 12 000. Et donc, voilà, en l'espace d'une heure, je suis parti à Lampedusa. Je me rappelle encore, je devais fêter mon anniversaire, mes 30 ans le week-end. Donc j'appelle ceux qui étaient en train de l'organiser. Je leur dis voilà, il y a un problème, je ne vais pas pouvoir le faire avec vous. Ils disent mais pourquoi? Je suis en train de monter dans l'avion, je passe le portique, je vais à Lampedusa. C'est cette agilité aussi qu'on a chez Livre Noir, qu'ils ont très bien fait pour partir en Israël, etc. Parce qu'on est en petite équipe avec des gens extrêmement motivés. Tout le monde dans l'équipe quasiment a fait une fois un reportage compliqué à l'étranger, en France, dans une cité ou en immersion dans une association de gauche, etc. Et donc, je suis arrivé à Lampedusa, j'étais le premier journaliste français qui était présent là-bas. Et en fait, véritablement, pour moi, c'est la première fois que je suis vraiment, vraiment fier de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait clairement la différence. Parce que le temps que les autres médias français arrivent, notamment de médias même de droite, il a fallu 48 à 72 heures. Et ils sont arrivés quand, en fait, les migrants avaient déjà été contrôlés par les ONG, les associations qui leur disaient ne parlez pas trop aux journalistes. Moi, je suis arrivé au tout début
il n'y avait pas encore de buzz sur place, en fait, qui était sorti. Et donc, juste avec un iPhone, on a pu aller interroger les différents migrants qui nous disaient clairement, eh bien, écoutez, on est des migrants économiques, mais qui disaient, on vient en Europe parce qu'on ne fuit pas la guerre, mais parce qu'on fuit la misère dans notre pays. Donc, ils montraient clairement, contrairement à ce qu'on entend souvent, qu'ils ne fuyaient pas la guerre, mais que c'est pour des raisons économiques, ce qu'on appelle l'immigration économique. Et donc, on a pu le faire. Et on a pu créer, non pas créer d'ailleurs, on a pu montrer, mettre en avant un contre-récit, qui n'était pas le nôtre d'ailleurs, qui était juste les interviews de ces mêmes migrants, qui a pu du coup convaincre la majorité des politiques et des grands médias français que oui, 90% des migrants qui arrivaient à Lampedusa étaient des migrants économiques. On a cumulé sur l'ensemble des réseaux sociaux, pour des vidéos prises à l'iPhone, plus de 12 millions de vues. TikTok, Instagram, Twitter, aussi bien sur nos réseaux sociaux que ce qui a été repris ailleurs. Et derrière, ça finissait à la télévision et c'était repris. Et en fait, ça a un impact très concret, ce genre de choses. Et ça, je veux le dire à nos auditeurs qui disent parfois, c'est bien, on a un sujet, etc., mais ça sert à quoi ? Eh bien, je l'ai vu, je l'ai vécu quand à un moment donné, il y a une personne d'une association, je crois que ça s'appelle Migrant Center for European Asylum, qui est venue me voir, donc payée par l'Union européenne, et qui me dit « Mais vous n'avez pas le droit de filmer ces migrants, monsieur ?» Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Mais il y en a beaucoup qui vont être en instance de dépôt de demande de droit d'asile parce qu'ils fuient la guerre. » Je lui dis « Mais vous pouvez me les présenter, ces gens qui fuient la guerre ?» Parce que toutes les personnes avec qui je parle, c'était beaucoup de Guinéens, d'Ivoiriens, de Camerounais, donc des francophones qui veulent de facto venir en France, parce que je les vois mal aller dans un pays où ils ne peuvent pas parler la langue. Ils me disent qu'ils viennent pour des raisons économiques. Certains m'ont dit clairement qu'il y a les vidéos, tout est sourcé, qu'ils ont entendu parler, c'était un Burkinabé, des aides sociales en France, que l'accès au travail est plus facile et qu'en tant qu'illégaux, ils auront quand même un travail. Ce qu'on voit très bien avec la possibilité de faire des CDI aujourd'hui ou de cotiser même quand on est un illégal. Et donc je lui ai dit à un moment donné, moi je me contente de restituer. Elle me dit oui, mais le problème c'est que vos vidéos, l'ambassade va prendre les screenshots des visages de ces migrants, ils vont l'envoyer notamment à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, au LOFPRA. Et quand ces migrants ils vont arriver en France et qu'ils vont faire leur demande en disant « Je fais ma demande de droit d'asile parce que je fuis la guerre », parce qu'on sait très bien, ils arrivent en France, il y a les ONG qui les prennent avec eux et qui leur expliquent qu'il faut que tu fasses demande de droit d'asile parce que l'immigration économique, elle est quasiment pas acceptée en France. La seule variable, c'est celle-là, qui est complètement dévoyée. Eh bien, le juge ou l'ambassadeur va lui dire « Mais en fait, on retoque parce qu'on a vu votre vidéo à Lampedusa où vous dites que vous venez pour des raisons économiques, donc hop, au QTF, vous rentrez dans votre pays. » Après, il y a la question du est-ce qu'on peut être envoyé, etc. C'est un autre sujet. Mais il y a aussi l'élément à un moment donné, le juge, il va pouvoir dire « Oui, mais quand je regarde la presse, je vois qu'effectivement, vous êtes venu de Lampedusa, vous êtes arrivé en septembre 2023, mais la majorité de la presse dit que c'était une immigration économique à 90%. Si la presse disait c'est une immigration qui fuit la guerre, je vous assure, le juge, il n'a pas beaucoup de moyens d'enquête, Il va dire, en gros, il y a 9 chances sur 10 que ça soit bon, donc on lui donne le droit d'asile. Là, c'est différent. Donc, c'est quelque chose de vraiment concret, moi, qui m'a ouvert les yeux en me disant vraiment, en fait, arrêtons de déléguer aux ONG, aux associations d'extrême gauche, en fait, l'accueil, entre guillemets, des migrants aux frontières européennes. Mettons des journalistes qui vont interroger ces migrants avant qu'ils soient briefés par les avocats et les ONG pour clairement voir pourquoi ils viennent. Parce que c'est pas contre eux, c'est qu'à un moment donné, c'est le droit en fait. Ça veut dire que cette personne de l'association européenne me disait « C'est scandaleux ce que vous faites » parce qu'on s'est engueulé, j'ai resté, j'ai continué à filmer. Je m'en moquais, je l'ai mis au défi de me faire arrêter. Mais en fait, elle voulait que j'aide ces migrants à mentir. Donc ça, c'était une vraie fierté sur cet élément et je pense qu'on a pu l'apporter. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire en fait tous les trimestres à travers des enquêtes dans nos magazines. Je pense que c'est la première fois qu'on a eu un magazine sur l'immigration qui a été fait à 360 degrés, 160 pages, avec d'un côté les meilleurs experts sur l'immigration, Patrick Stefanini, Thibault de Montbrial, Xavier Driancourt, etc. Et de l'autre des enquêtes, avec y compris une infiltration chez l'ONG Utopia 56, également le récit de mes différents voyages en Tunisie, à Lesbos, à Lampedusa, sur la route des Balkans. Et donc, c'est des enquêtes à chaque fois qui peuvent être utilisées ensuite. Je pense que ça, c'est un élément qui est essentiel. Et ensuite, l'autre point, je pense, où on se différencie de ces grands médias, c'est qu'on fonctionne à petite échelle. On est une petite structure, on est 17, et que du coup, en fait, on est en total contact avec nos abonnés. Moi, clairement, depuis le début, je n'ai jamais négliger le moindre commentaire. Je lis tous les mails, tous les commentaires, tous les gens qui écrivent, etc.
On a pour projet, on en parlera tout à l'heure, de faire aussi une tournée un peu en France, là où il y a majoritairement nos abonnés. On veut les entendre. On n'est pas sur un objectif où on va être demain 250 journalistes. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est d'avoir un lien fort avec la communauté de nos abonnés payants, parce que c'est ce qui nous permet à un moment donné de partir à l'étranger, de faire des choses compliquées ou des enquêtes au long cours. Parce que aussi certains vont être des sources, vont nous donner des éléments, vont nous dire, il y en a un récemment qui nous a appelé, qui nous a dit, voilà, j'ai vu dans le gymnase en face de chez moi, en fait, il y a un centre de migrants. Et on a pu en faire un article. Et à chaque fois qu'on va faire quelque chose, une vidéo, un tweet, un article, ça a un impact, ça fait des milliers de vues. Et c'est ça qu'on propose aussi vraiment à ceux qui nous suivent, ceux qui nous soutiennent, c'est de participer aussi à cette aventure. Beaucoup de gens, moi j'en connais beaucoup parmi mes amis, ils ont des familles nombreuses, un travail prenant, et ils se disent voilà, comment aider mon pays ? Et en fait, je leur dis, mais vous savez, il y a plein de gens qui le font, soutenez-les en leur donnant des informations, en répondant au téléphone parfois quand il y a besoin d'un éclairage selon votre métier, et aussi en prenant un petit abonnement, on a ça, 4,99 € par mois, qui va en fait faire que nous, plus on a, plus on fait. Et c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, au bout de 2 mois de relance, on a dû faire 12 pays. On a fait des dizaines d'enquêtes. On est présent absolument partout, en semaine, le week-end, en soirée. On sait se mobiliser quand il y a par exemple les attentats d'Arras. Et on est en fait au service de nos abonnés et on essaie de leur rendre. Alors, on a un autre abonné qui nous pose une question sur l'origine du média et qui te demande qu'est-ce qui t'a poussé à créer Livre Noir ? Alors, c'était pendant le confinement. Donc, il n'y a pas eu que des mauvaises choses en raison de ce confinement. Moi, initialement, avant, j'avais fait un peu de militantisme politique, mais d'un point de vue médiatique. Ça veut dire que je faisais de l'agite propre chez LR pour dire, en gros, arrêtez l'hypocrisie, il faut qu'on puisse parler à Marion Maréchal, au Rassemblement national, on est tous les mêmes, etc. Et j'avais fini par me faire exclure du parti par Aurélien Pradier, qui était le numéro 2 du parti à cette époque-là. Donc, je m'étais fait virer. Mais on avait mis un bon bazar et j'avais vu qu'en fait... on l'avait fait notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc je me suis dit, en fait, il y a une place pour, à un moment donné, les médias digitaux, de pouvoir faire des choses qui vont être essentielles. Donc ça m'a intéressé et il y avait l'aspect aussi de me dire, c'est vrai que les gens en ont marre des journalistes qui en fait vont vous faire la morale, vont vous dire quoi penser, pour qui voter, etc. Et donc il faut qu'on crée un format d'entretien long pour une audience qualitative. C'était l'époque, je veux dire. Majorité de mon entourage, même ceux avec qui j'ai commencé à travailler, me disaient « pas sûr que ça marche, on est au moment Combini, les vidéos courtes sur Instagram, etc. » TikTok n'avait pas trop percé, je ne suis pas sûr que ça existait ou pas vraiment en France. Et donc, les vidéos longues, ça ne marchera pas. Je leur disais « mais à un moment donné, en fait, il faut arrêter. Les gens ne sont pas stupides. Les gens, ils sont prêts vraiment à s'accrocher, à écouter un entretien. » Certains vont lire, d'autres, au lieu de lire, vont écouter des longs entretiens d'une heure et demie. Et surtout, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est à un moment donné de créer un média qui va parler à des gens de qualité, en fait, qui vont aimer réfléchir, aimer être challengés intellectuellement, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure Livre Noir. J'ai commencé à le faire. C'est mes écologues que je ne remercierai jamais assez, qui ont accepté dans l'appartement, une chambre, on installe un peu tout ça, le studio, on a appris à tout apprendre sur YouTube, etc. C'était la débrouille. Et dans le fond, c'est un peu ça aussi, Livre Noir, c'est l'aspect de la débrouille. Ça veut dire qu'il y a le média, dont on parle beaucoup sur notre ligne éditoriale, mais il y a aussi l'entreprise qui doit être pérenne, qui doit fonctionner, qui doit être ambitieuse, qui doit être de qualité. Donc on s'est augmenté en qualité. Au début, c'était une catastrophe. Je me rappelle encore avoir demandé à Charlotte Dornelas de revenir faire l'entretien parce qu'on avait perdu tous les rushs. Donc il y en avait pas mal des comme ça. On ne le disait pas à l'époque parce qu'on avait peur que d'autres intellectuels refusent de venir en disant « ouais, mais si je viens chez Livre Noir, je vais faire 45 minutes d'entretien. » Et à la fin, on va me dire « en fait, ça n'a pas enregistré. » Donc voilà, il y avait vraiment ce côté-là où on s'est lancé en fait. On n'avait pas d'argent de départ. En fait, moi, tout ce que je pouvais gagner dans des missions de drone ou de communication, on les réinjectait. Et en fait, ça a marché. Ça a très bien fonctionné. Et là, on a voulu commencer à se développer. Donc, on est parti sur des reportages. On est parti commencer à avoir une équipe, etc. Et on s'est développé très vite pendant la campagne présidentielle parce qu'on a fait plusieurs centaines de milliers d'abonnés, des dizaines de millions de vues. Et après, malgré tout, la présidentielle, moi, il y avait vraiment le côté, j'en parlais tout à l'heure, de me dire il faut quand même qu'on se professionnalise beaucoup plus. Voilà, parce qu'en fait, on n'est pas prêt à affronter vraiment d'un côté la gauche quand elle va nous attaquer, et on n'est pas prêt à en fait réagir vraiment à l'actualité. L'objectif de Livre Noir, c'est que le jour où il y a des sujets sur l'insécurité, sur l'immigration ou autre, on sache être en pointe, on sache réagir et on sache
aller tout de suite, en moins de 24 heures, en moins de 36 heures, à l'endroit où ça se passe. Il y a suffisamment de gens qui vont faire de l'opinion sur différents plateaux de télévision, etc. Mais il y en a trop peu qui, en fait, à un moment donné, vont aller sur le terrain. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense que c'est l'aboutissement un peu de Livre Noir qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais on ne s'arrêtera pas. On a reçu une question un petit peu plus politique d'un autre abonné qui te demande ta position sur le conflit israélo-palestinien. Alors moi, c'est un conflit qui me touche, qui m'intéresse beaucoup. D'abord parce que je me suis rendu sur pas mal de terrains de conflit. Donc j'ai couvert notamment la guerre en Ukraine. Donc j'ai fait à peu près 3 semaines côté ukrainien, puis j'ai dû cumuler 4 mois côté russe. Je pense que j'ai fait toutes les zones de Russie, d'Ukraine contrôlée par la Russie, etc. Donc j'ai pu vraiment voir comment fonctionnait clairement une guerre, notamment la bataille de Mariupol, que j'ai vécu vraiment dans Mariupol pendant 2 mois, qui était très intense, psychologiquement éprouvante, et qui me permet de bien comprendre aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe sur en fait, la bataille de la bande de Gaza, parce qu'en fait, on apprend énormément de choses sur comment aujourd'hui les nouvelles guerres émergent et quelles sont les nouvelles façons de le combattre. Donc en fait, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir suivre aussi le conflit, comment ça se passe là. Je vais te donner un exemple qui n'est pas politiquement correct. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce conflit, les gens commencent à comprendre réellement ce qu'est une guerre. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une guerre qui commence, que ça soit mené par des terroristes ou par un État, j'appelle guerre l'affrontement de 2 peuples ou l'affrontement de 2 camps, eh bien, en fait, les Occidentaux sont mus essentiellement d'abord par l'émotion et refusent de voir qu'à un moment donné, la guerre, ça a toujours existé et qu'il y a des stratégies de guerre qui existent et qui, en fait, sont pérennes, peu importe le camp. Je le prends sur le cas de ce qui s'est passé à Mariupol. Quand j'y étais, Mariupol, en fait, on expliquait beaucoup du côté occidental que les Russes voulaient systématiquement bombarder les civils, que c'était l'objectif. Et côté russe, ils expliquaient qu'en fait, les civils étaient dans Mariupol, refusaient de sortir, et que les Ukrainiens utilisaient, par exemple, des hôpitaux ou des écoles pour installer leur centre de commandement. Et donc, les Russes les accusaient de se cacher derrière les civils. Mais de facto, pour mener la guerre, il y avait des bombardements qui étaient faits par l'aviation, par la marine, par l'artillerie russe, et qui du coup a fait pas mal de morts du côté des civils ukrainiens. Mais du côté occidental, on pensait et on analysait ça uniquement comme les Russes cherchent délibérément à tirer sur les civils. Alors que c'était des victimes d'un côté collatéral qui peuvent être parfaitement condamnées. Parce que c'est condamné aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en train de valider ça, c'est important. Il y a des crimes de guerre qui ont été véritablement faits du côté russe, ça c'est important de le dire. Mais de l'autre côté, en fait, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe du côté de la bande de Gaza. Et cette fois-ci, on ose le dire. Cette fois-ci, parce que le camp occidental est sur une ligne pro-israélienne, va assumer de dire, oui, en fait, il y a énormément de civils qui sont tués à Gaza. On est à 8000 en l'espace d'une semaine. C'est énorme, hein. Je pense qu'on est à plus de morts en une semaine qu'il y en a eu à Mariupol pendant la guerre en Ukraine. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une concentration énorme, c'est une densité énorme. Hein. Je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de monde sur une aussi petite superficie en kilomètres carrés à Gaza. Et que le Hamas, et ça on le dit, du côté occidental, du côté israélien, là on n'a pas peur de le dire, le Hamas se cache derrière les civils. Et donc ils ont installé leur centre de commandement sous les hôpitaux. Donc oui, de facto, il y a énormément de morts civiles. Est-ce que ça veut dire que du coup, il ne faut plus soutenir Israël? Non. Ça veut tout simplement dire qu'en fait c'est la guerre. Et qu'à chaque fois que vous êtes dans une position défensive au sens où vous... Parce qu'en fait c'est eux qui ont quand même commencé l'attaque, mais au sens où vous avez une position à tenir, comme les Ukrainiens l'avaient à Mariupol et comme le Hamas là sur la bande de Gaza, systématiquement, peu importe le pays, peu importe qu'il soit dans ce qu'on appelle le bon ou le mauvais camp ou autre, eh bien, ils utilisent les civils. Et ça, c'est ce qui est dramatique dans une guerre. Les civils sont systématiquement utilisés. Et quand on voit ça, quand on regarde ça, on arrive à se dire, OK, essayons de réfléchir en termes géopolitiques, en termes stratégiques et militaires, et ne réfléchissons pas en termes d'émotions. Et bien sûr que les émotions sont utilisées. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées d'abord par la presse du pays qui est partie prenante de la guerre, qui devient un organe de communication.
Ça veut dire que pendant la guerre en Ukraine, on disait oui, mais les journalistes russes ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes. C'est vrai. Mais les journalistes ukrainiens étaient également des propagandistes. Et donc c'était important de détricoter les éléments. Après, on peut se dire oui, mais on a plus ou moins confiance dans le régime russe ou le régime ukrainien, très bien. Mais ça veut dire que c'est la même chose. Les journalistes israéliens sont des sources très importantes, très intéressantes, parce que c'est les premiers à être sur place. Mais oui, ça devient une propagande. Et c'est normal. Et quand je le dis, c'est pas pour le critiquer. Mais c'est pour en avoir conscience. Et c'est pour ça que c'est important, de l'autre côté, d'avoir des journalistes étrangers qui, eux, sont beaucoup plus, n'étant pas belligérants, peuvent du coup dire les choses et décrypter. Et qui doivent être des deux côtés. J'écoutais dernièrement, c'était il y a 2 jours, sur LCI, un débat de journalistes qui disaient cette fois-ci, c'est marrant, là-dessus, ils n'ont pas du tout peur de le dire sur ce conflit, parce qu'en fait, ils rééquilibrent, parce que de facto, une grosse partie de la population aujourd'hui française ou étrangère sur le sol français qui est pro-Palestine, ce n'était pas le cas pendant la guerre en Ukraine. Et donc, ils disent, ouais, à un moment donné, c'est dommage, on n'a pas de journalistes dans la bande de Gaza, c'est compliqué, du coup, on n'a pas accès à nos images. Mais pourquoi on n'a pas dit ça à l'époque aussi ? Parce que moi, à l'époque où je m'étais rendu côté ukrainien, puis côté russe, parce qu'en fait, il n'y avait presque pas de journalistes côté russe, donc c'est important. Quand j'allais sortir des vidéos, c'était des vidéos factuelles à un moment donné, où d'ailleurs, il n'y avait vraiment pas d'éditorialisation, contrairement à ce que la presse pouvait dire, ça avait un intérêt. Et pourquoi, en fait, sur ce conflit-là, on ne pouvait pas mener ce combat médiatique au sens du combat, c'est-à-dire d'aller dénicher des vidéos, et que là, on pourrait. Parce qu'en fait, le rôle du journaliste est d'être complètement indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et d'autant plus le jour où on couvre un conflit, on n'est pas belligérant. Demain, si la France rentre en guerre, on ne sera plus réellement des journalistes. Et c'est normal, en fait. On va demander aux journalistes français de défendre leur pays. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais ça, voilà, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et sur le fond du conflit, je pense qu'à un moment donné, au-delà de la question à 2 États, etc., au-delà des erreurs fondamentales de Netanyahou en Israël, qui sont réelles, à un moment donné, dans une guerre, il faut choisir. Ça ne veut pas dire que militairement, on doit choisir. Encore une fois, on n'est pas en train de demander à la France d'être belligérant. Mais on nous demande, voilà, quelle est votre position. Je ne crois pas, encore une fois, dans la neutralité. La France a un pouvoir, un soft power qui est très important aujourd'hui, même s'il se réduit. Eh bien, à un moment donné, aujourd'hui, on est effectivement dans une logique de guerre de civilisation qui est importée sur notre sol. Et c'est pas moi qui le fais, c'est pas Livre Noir. Ce sont tous les Palestiniens, tous les pro-palestiniens, toute l'extrême gauche qui va se mobiliser dans les différentes villes de France ou à Paris pour défendre le Hamas très clairement, pour attaquer Israël, et en fait qui importe ce conflit chez nous. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, oui, on est sur un conflit entre un monde arabo-musulman et un monde judéo-chrétien. Et donc, oui, il va y avoir des problématiques réelles, directes pour nous. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire des 2 millions de Gazaouites ? Parce que s'ils partent en Égypte, comme veut le faire Israël, l'Égypte, ils vont les renvoyer chez nous. On va avoir une crise migratoire à nouveau qui va arriver en France, avec quand même une grosse partie, parce que même si c'est 5% des Gazaouites, ça fait du monde, qui sera clairement islamiste, donc de potentiels terroristes. Donc ça, c'est un véritable danger qu'il va falloir voir. Donc on n'a pas d'intérêt au niveau de l'immigration, en fait, à pousser à l'invasion aujourd'hui de la bande de Gaza pour l'éradication du Hamas, comme veut le faire Israël. Mais pour autant, on est dans un conflit où en plus la France n'a pas les moyens de tout arrêter. Même les États-Unis ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Où à un moment donné, eh bien, soit on défend les partisans de l'islamisme, soit on défend les partisans d'un monde judéo-chrétien. Et donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que certains soient encore sur l'ancienne grille de lecture. Oui, on ne doit pas être interventionniste, ça c'est important. Mais à un moment donné, il y a une guerre, il y a une attaque, et donc c'est normal de riposter. Je ne vois pas pourquoi, alors que les patriotes français disent toujours que ce qui compte dans le fond, c'est d'avoir des leaders qui sont forts et qui en fait vont d'abord envoyer des messages, on n'accepterait pas qu'Israël, à un moment donné, montre que quand on touche à eux, en fait derrière ça déconne pas. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Évidemment, il faut qu'ils le fassent bien. Ils sont en train de perdre une certaine bataille médiatique aujourd'hui, mais qui est normale. Moi, dès le premier jour, je m'attendais très bien. Vu la bande de Gaza, c'est évident. Il va y avoir des images qui vont être horribles, en fait. Mais derrière, il faut passer la bataille de l'émotion, parce qu'Israël, c'est un pays aujourd'hui qui est entouré de pays arabes qui lui sont hostiles, dont certains veulent leur éradication.
Et il ne va pas utiliser la bombe nucléaire sur Gaza. Donc il faut envoyer un message qui est que, en fait, l'État israélien est encore solide. Mais j'ai hâte de voir le reportage de Pierre-René et de Paul Lionel à leur retour. Alors, on a une autre question qui est beaucoup revenue, qui concerne le prochain magazine. En fait, on nous demande quel sera le thème du prochain magazine à paraître. Alors ça, je ne peux pas le donner tout de suite, pour la simple et bonne raison que nos journalistes sont vraiment en train de travailler sur les différentes enquêtes. Donc si je commence à expliquer ce qu'ils veulent faire, et que certaines personnes qui sont ciblées par ces enquêtes entendent ou écoutent cet entretien, et on sait que les journalistes de gauche, c'est les premiers à tout regarder, le moindre tweet, le moindre like, eh bien ça va compliquer ce qu'on fait. Ce que je peux vous dire, c'est que 3/4 de l'équipe aujourd'hui est en déplacement régulièrement, que ce soit en France, que ce soit dans les cités, que ce soit auprès de groupes, de groupuscules, ou que ce soit à l'étranger, en Europe ou encore une fois en Israël. Évidemment, il y aura toute une partie du reportage sur Israël, une partie aussi parce qu'on accompagne Éric Zemmour, qui est sur place. Cet après-midi, ils sont approchés de la bande de Gaza, ils étaient à 8 minutes dans un véhicule blindé de l'armée, ils ont vraiment eu plein d'accès, ils ont accès au ministre de la diaspora israélienne. Donc c'était vraiment intéressant. Donc il y aura ce reportage qu'on va retrouver. Et le reste, ça sera vraiment des belles surprises. J'ai passé aussi avec Jules 4-5 jours à Marseille la semaine dernière. Je vais y retourner d'ici quelques jours dans les cités. Ce sera très terrain, encore plus reportage que le premier magazine. Ça sortira le 6 décembre et on espère annoncer la une autour du 20 novembre. On a aussi et toujours avec un prisme aussi sur l'extrême gauche, parce que c'est aussi une nouveauté du côté de Livre Noir, c'est qu'on veut développer de plus en plus un pôle qui va clairement essayer de décrypter et d'enquêter sur l'extrême gauche, parce qu'on parle souvent d'extrême gauche, d'islamo-gauchisme, ou d'éco-terroristes, entre guillemets, mais qui sont-ils? Et donc l'objectif, c'est de mieux les connaître. Le début a démarré un peu avec notre carto, qui est un objet, mais il y a eu l'enquête sur Utopia 56, et il y en a d'autres qui vont arriver. On a aussi une question sur les coulisses de Livre Noir. On nous demande comment se passe une journée type à Livre Noir, s'il y en a une. Alors, c'est moi qui pourrais poser la question. Alors, les journalistes, ils commencent ici à 8h30. Donc, 8h30, il y a un grand comité de rédaction tous les lundis matins. Et chaque matin, sinon, c'est plus informel. Donc, il y a 5-10 minutes, on va échanger, on va essayer de voir un peu tous les sujets. L'objectif, c'est de pouvoir agir de deux façons, en se disant quelles sont les enquêtes au long cours qu'on travaille, les grands entretiens qu'on prévoit, la programmation, etc. Et en même temps, le flux d'actualité au quotidien. Parce qu'on le suit à la fois sur Twitter, mais également sur notre site internet. Il faut savoir que sur notre site internet, on mène une vraie bataille aussi du référencement. On est très bien référencé aujourd'hui. On va essayer de publier encore plus d'articles. On en a près d'une dizaine aujourd'hui. Parce que c'est important. Les gens pensent qu'on ne consulte pas les sites internet, mais réfléchissez un peu le nombre de fois où vous lisez des articles. Il y en a énormément. Et donc, on le mène. Et voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, le matin, on essaie de voir quels sont les sujets qu'on a loupés ou qui vont couvrir dans la journée, s'il y a des conférences de presse de prévues, etc. On travaille jusqu'à 12h30. Ensuite, il y a la pause déjeuner. Il y a à peu près une heure de pause déjeuner. Tu me corriges si je me trompe. Qui sont faites. Et l'après-midi, en règle générale, est donné au reportage. C'est-à-dire que tous ceux qui prévoient de partir, qui ont pu préparer leur reportage le matin, préparer le matériel, préparer les questions qu'ils vont poser, etc., bosser la programmation, vont partir l'après-midi. Et l'idée, c'est que la journée se termine à 18h. Pourquoi ? Parce que 18h, c'est le moment aussi où on va sortir les derniers articles, sortir les dernières vidéos. Il y en a qui restent souvent beaucoup plus tard parce qu'ils ont besoin de terminer, etc. Il y en a d'autres qui vont faire aussi le travail plus de programmation, d'accéder à des contacts. Donc Alexandre de Galzin, qui par exemple chargé du suivi du RN, eh bien, il va caler des rendez-vous avec des députés, avec des élus, avec des collaborateurs entre 18 et 20h. L'objectif aussi, c'est vraiment d'élargir notre réseau de sources aussi pour avoir un maximum d'informations. Donc ça, c'est comme ça du lundi au vendredi. Et il y a beaucoup de travail aussi souvent le week-end. Donc le samedi, les manifestations sont le samedi. Donc en règle générale, quand quelqu'un travaille le samedi, il récupère sa journée dans les 2 semaines à venir. Ça peut être le lundi ou le mercredi. Donc voilà. Mais il y a des moments un peu code rouge, j'avais envie de dire, où s'il y a une actualité très forte, je pense au terrible attentat d'Arras avec Dominique Bernard, bien là on met le média vraiment en alerte. Tout le monde laisse tomber ces sujets, on se concentre dessus. Il y en a qui sont à charger de faire de la veille sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis d'identifier les premiers, le visage exact du terroriste,
de révéler différentes choses, etc. Il y a ceux qui vont être sur les articles, ceux qui vont appeler des politiques pour avoir des éléments, ceux qui vont se déplacer sur le terrain pour faire le reportage. Le but dans ces moments-là, voilà, c'est d'être complètement alerte et d'être en capacité de se mobiliser. Par exemple, si c'est arrivé un vendredi, le vendredi c'est en général la journée la plus tranquille, j'ai envie de dire, et on est resté très tard pour travailler sur le sujet parce qu'au bout du compte, on est complètement dépendant de l'actualité. C'est une guerre qui se déclenche un samedi ou un dimanche, on ne va pas appeler les belligérants en leur disant s'il vous plaît, vous appelez le lundi. Donc voilà, après, c'est un travail qui est très intense du côté de nos journalistes. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'exigences de la part de notre audience, mais aussi il y a beaucoup de motivation de la part de l'équipe, qui je pense aujourd'hui vraiment fière de pouvoir réaliser le travail qu'elle fait. Et on a vraiment réussi en l'espace de 2 mois à faire un vrai esprit d'équipe avec des gens qui le font pas juste parce que c'est un travail, c'est une sorte de mission, c'est quelque chose vraiment, ils veulent toujours être les meilleurs. Et ça, c'est l'objectif. Moi, je ne suis jamais contre cette idée de concurrence. À un moment donné, le but, c'est d'être les meilleurs sur les sujets, de les traiter de la meilleure façon qui soit, etc. Et de s'élever chacun. Donc, c'est ce que fait très bien toute l'équipe. Alors, on nous demande aussi si tu vas faire venir Pierre-Yves Rougeron pour parler un peu de souveraineté. Alors, Pierre-Yves Rougeron vient justement jeudi. Je ne sais pas quand sortira cet entretien, là, on est mardi. Donc je pense qu'il sera soit déjà enregistré, soit voilà. Mais du coup, il sortira normalement ce dimanche. C'est sûr qu'on sort la FAQ avant. Donc voilà, et je crois c'est Jules qui va réaliser cet entretien, qui est notre rédacteur en chef. Challenger un petit peu, c'est un grand mot, parce qu'on laisse beaucoup de place en général à l'invité, sur la question identité-souveraineté, qui est importante. Il y a un vrai clivage. Même si de plus en plus, ce clivage tend à s'estomper. Et d'ailleurs, on en parlera beaucoup sur notre 3e magazine, pour le coup, ça je peux le dire, qui sortira mi-mars, qui sera consacré à la question européenne. Donc, vraie problématique de souveraineté aujourd'hui de la France. Donc, je pense qu'on sera amené aussi à faire d'autres choses avec Pierre-Yves Rougeron sur ce sujet. Une question justement un peu plus générale sur les invités. On nous demande comment on les choisit. Alors déjà, il ne suffit pas de prendre son téléphone et de passer un coup de fil. Ça, faut le comprendre. Parfois, des gens nous disent « Oui, mais vous n'avez pas invité telle personne, pourquoi vous n'avez pas un tel, etc. » S'il suffisait pour moi de passer le coup de fil et de dire « Il faut que vous veniez, ça va équilibrer, etc. » Ce n'est pas du tout aussi facile. On choisit déjà les invités. Aujourd'hui, c'est le nouveau fonctionnement avec l'équipe. On a plusieurs intervieweurs aujourd'hui, entre 2 et 3. Et chacun va avoir des spécificités sur les questions de souveraineté, sur les questions de société, etc. Et donc, ils vont pouvoir suggérer des noms au comité de rédaction. Et derrière, on va les valider. On va envoyer des invitations par mail, par SMS. Parfois, on n'a vraiment pas du tout leur contact. On va aller sur l'onglet « Contact » de leur site internet pour leur proposer un entretien. Donc, il y a un gros travail de programmation. Avec aussi l'importance de ne pas s'auto-censurer, parce qu'il y en a, ils ont peut-être dit non plusieurs fois, mais il faut reproposer. Il y en a, ils n'ont jamais répondu, mais il faut continuer à le faire. Avec le souci de se dire, allons chercher à la fois des personnalités qui sont pas assez entendues dans le débat public, ou pas entendues de la façon dont on propose qu'on les entende, c'est-à-dire 1h30 carte blanche. Je pense à ce qu'on a fait même avec Daniel Conversano. Et de l'autre côté, des gens qui ont des choses à dire, qui sont importants, même s'ils sont sur d'autres plateaux, mais avec un format type. Nous, les gens viennent chez nous pour 2 choses. D'abord, parce qu'ils savent qu'ils vont parler de fond, qu'ils n'auront pas de limite de temps, parce qu'on va les respecter, ce qui fait aussi qu'on arrive à avoir des gens de gauche, même si, évidemment, c'est toujours quelque chose de très difficile à faire. Et deuxièmement, parce que c'est un format qualitatif. D'abord par le format qui est élégant, et ça on continue, vous voyez, il y a un vrai travail d'esthétisme qui est fait sur notre magazine, sur nos réseaux sociaux pour améliorer ça. On fait avec notre directrice artistique qui s'appelle Delphine, qui fait un super travail, mais également la qualité de notre audience. Donc on sait, je le dis à chaque fois, quand il y a un invité qui est ici, que je suis là, je lui dis, vous savez, on a une audience qui en fait, vous pouvez être compliqué dans vos réponses. C'est ça qu'ils aiment en fait. Ne les prenez pas pour des TikTokers. Et donc, ça, je pense c'est important et c'est flatteur aussi pour notre audience parce qu'il ne faut pas tomber dans l'aspect de se dire que les gens aujourd'hui s'en moquent de faire du fond, qu'il faut être simple, qu'il faut être court, etc. Non, il faut capable d'avoir du temps, des moments où on va vraiment creuser les sujets. Donc, ceux qui ont des idées, il faut qu'ils continuent à les pousser. Et évidemment, à chaque fois qu'en général un nom revient souvent, on l'envisage au moins. Après, il y en a qu'on va recevoir, d'autres non. Et ensuite, il y a un élément, c'est qu'il faut quand même que la personne ait un minimum d'audience.
c'est un format qu'on veut qualitatif. Donc, ça ne veut pas dire que certaines n'ont pas la qualité d'être invitées. Ça veut dire que il faut qu'ils représentent suffisamment de monde. Et sinon, on a d'autres formats qui sont adaptés pour eux. Tu parlais du 3e magazine de Livre Noir qui sera consacré à l'Europe. Et justement, on nous demande si on compte réaliser une enquête sur l'argent de l'Union européenne financé par nos impôts. En fait, c'est exactement ce qu'on veut faire pour mi-mars, du coup. Donc, mi-mars, ça va être un trimestriel. Donc, il va rester 3 mois dans les kiosques jusqu'au moment en fait, des élections européennes. Pendant les élections européennes, on veut mettre en place un véritable dispositif où on va à la fois suivre les différents candidats aux élections européennes, en France ou à l'étranger. Ça, c'est important. Et on va le faire grâce au soutien de nos abonnés payants, toujours. C'est ça qui dicte à un moment donné. Mais ça va être important aussi d'analyser comment ça fonctionne en Hongrie, comment ça fonctionne en Pologne. En ce moment, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? On voit que les Allemands commencent à durcir la politique migratoire. Et d'avoir une capacité aussi de décrypter, de débunker, d'enquêter sur différents sujets. Enquêter, c'est simple, c'est déjà se rendre à Bruxelles, d'aller voir des sources qui vont être des hauts fonctionnaires, qui ne peuvent pas témoigner publiquement, mais vont nous aider à comprendre, etc. Parfois, il y a des enquêtes qui sortent. En fait, ça aurait pu sortir des années à l'avance. Et donc, il faut mettre la lumière sur ces différents éléments. Et donc, c'est ce qu'on va faire aussi pour ce magazine de mi-mars. Donc, on va commencer à y travailler assez vite pour proposer un vrai sujet. On sait qu'on a une audience qui vraiment est attachée aux questions de souveraineté. Et d'ailleurs, je pense qu'on en parlera tout à l'heure sur la ligne éditoriale du média, c'est important, c'est que nous, on veut parler à tout le monde. On parle aux conservateurs, aux identitaires, aux libéraux, mais libéraux authentiques, pas capitalistes de connivence. Je ne vais pas rentrer dans ces grands débats, et aux souverainistes. Et donc, ce magazine va être très important. Et on invite justement nos lecteurs à participer à l'édification de ces magazines. Ça me permet de parler d'une des offres qu'on a. C'est une offre numérique qu'on a développée aujourd'hui, où dessus, pour 5 € par mois, vous avez accès à l'espace communautaire de Livre Noir, et vous avez plusieurs possibilités. D'abord, une boîte à idées. Donc, vous allez pouvoir suggérer vos idées, suggérer des enquêtes, suggérer des éléments, et on va véritablement les traiter systématiquement au comité de rédaction. Beaucoup plus fort que de mettre un simple commentaire. Et si à un moment donné, vous avez un sujet, on va peut-être le faire chez vous. Certains vont peut-être te demander si on ira dans différentes régions, comme en Vendée, je parle de l'Ouest parce que c'est chez moi, mais ça peut être dans la Creuse, etc. En fait, on va leur dire, allons chez vous, est-ce que vous avez des contacts, etc. Donc, il y a cette boîte à idées où, évidemment, on va prendre en compte nos abonnés. Pourquoi on prend en compte nos abonnés payants? Parce qu'en fait, on se dit, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'engage avec nous comme ça, son avis, il a vraiment de l'importance. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ensuite, il y a la possibilité aussi, on a créé un peu sur le même modèle que le blog de Mediapart, un blog pour Livre Noir, où nos abonnés numériques vont pouvoir proposer des tribunes qui vont être diffusées. Alors, il faut respecter quelques règles de forme, quelques règles de fond, évidemment, pas d'incitation à la haine, etc., pas de grossièreté, qui vont sortir sur ce site. Et les bons collaborateurs, j'ai envie de dire ceux qui vont régulièrement publier des bonnes tribunes, on va pouvoir leur proposer à un moment donné de nous aider sur une enquête ou un gros article du magazine, par exemple de mars sur la souveraineté. Donc ça, c'est des éléments importants. On va faire un live mensuel avec nos abonnés, etc., pour coaliser et se dire, encore une fois, peut-être que dans nos abonnés, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des spécialistes de l'économie, de la finance, etc. Et on construit quelque chose de solide entre nous pour anticiper. Parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir passer des années à chaque fois à trouver les sujets d'enquête. D'abord, la clé, c'est les sources. Et quelle meilleure source que quelqu'un qui nous soutient aujourd'hui? Parce que la clé aussi, c'est d'avoir confiance en lui. Et donc, si on est habitué, si on a un contact avec nos abonnés, eh bien, quand ils vont nous donner une information, après, il faut que nous, on la vérifie, mais ça va être beaucoup plus rapide. Alors, on a aussi un abonné qui nous demande si on compte mettre en place une rubrique culturelle régulière. Alors ça, c'est le grand sujet de lobbying d'Alexandre de Galzin au sein de l'équipe qui pousse beaucoup pour cette partie culturelle. Pour vous répondre, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas notre spécificité. Donc, on ne commence pas par cette thématique. Et au fond de moi, je sais que le problème, c'est que si on l'a développé, tous les journalistes de l'équipe seraient intéressés par ça, on deviendra un média littéraire. Donc, ce n'est pas l'objectif pour l'instant. On se concentre sur certains grands thèmes, l'Europe, l'immigration, la politique. En gros, ça, c'est les thèmes et le suivi de l'extrême gauche. Mais à terme, c'est évidemment l'objectif. On va petit à petit, dans le magazine, faire des pages de recommandations littéraires, des chroniques littéraires, ça, on va le faire.
sachant que l'aspect littéraire, on le développe déjà au travers de certains grands entretiens. Et au bout du compte, l'objectif, je pense, d'ici 9 mois, 1 an, c'est de pouvoir créer avec un responsable du pôle, un rédacteur en chef du pôle culture, développer un véritable pôle culture qui va faire des critiques cinéma ou autres. C'est pas la priorité pour l'instant, et encore une fois, ça dépend de la capacité à avoir des abonnés. Et pourquoi je parle souvent des abonnés? On va me dire, ah, mais tu nous dis, les gens disent parfois, oui, mais vous nous invitez à donner de l'argent, etc. Vous croyez qu'on finance ça comment, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est des jeunes, on a entre 20 et 30 ans. Moi, j'ai pas d'appartement, je suis pas propriétaire, j'ai pas de fortune personnelle, j'ai pas de fortune familiale. À un moment donné, comme toute entreprise, il faut pouvoir aussi avoir des revenus. Or, aujourd'hui, c'est pas le VMH ou Gucci qui va faire une pub dans notre magazine. Donc, il faut qu'on puisse vendre les magazines. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si un jour les magazines se vendent moins, comment on peut se projeter? Ce qui fait qu'on va se projeter, c'est qu'on a un abonné. Parce qu'on sait qu'il y a un abonné annuel ou mensuel et que du coup, c'est pérenne. Et on peut construire, en fait, un plan sur plusieurs mois et plusieurs années. Ça, tous nos auditeurs, même ceux qui n'ont pas fait de créer d'entreprise, le savent. C'est ce qu'ils font. Ils vont choisir selon le jour où ils ont un CDI. Ils vont se dire, je peux prendre tel appartement, je peux faire telle course, etc., faire un budget vacances, et ils se projettent. S'ils sont en intérim ou en freelance, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, c'est la même chose. Nous, on a besoin d'abonnés. Et à partir du moment où on passe des caps d'abonnés, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'atteindre 5000 abonnés à la fin de l'année. C'est pas énorme, en fait. Mais je sais que sur cette vidéo, on va faire au moins plus de 5000 vues. Et donc, plus on convainc de gens qui vont s'abonner, plus moi, je vais pouvoir me dire, on peut se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui fait que la personne va avoir envie de renouveler son abonnement? Parce qu'on aura fait du bon contenu. Mais je sais qu'on va faire du bon contenu. Parce qu'en fait, la clé, on a une super équipe, on a tout ce qu'il faut. La clé, c'est d'avoir à chaque fois un peu plus d'argent pour pouvoir investir. Et nous, on est dans cette logique-là de développement permanent pour créer un média qui soit fort, notamment pour la prochaine présidentielle de 2027. Donc on a 4 ans, mais il faut pouvoir se projeter. Et se projeter, c'est l'abonnement. Et ça, on ne le dit pas assez. Parce qu'en fait, à droite, on n'aime pas parler d'argent. Voilà. Il faudrait faire croire que faire tout ça, avoir des studios, avoir des caméras, etc., en fait, c'est gratuit. Voilà. Que, en fait, tout le monde va être payé dans la vie, sauf en fait, des journalistes, et sauf ceux qui vont travailler avec les journalistes. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire tout nous-mêmes aussi. Il faut bien acheter le matériel, etc. Il faut bien payer différents éléments, louer une voiture quand on part à l'étranger, etc. Et donc, en fait, à droite, on n'ose pas en parler. Alors qu'à gauche, vous avez vu, le média, ils viennent de se lancer à la télévision. À la télévision. Ils ont fait un crowdfunding et ils ont levé 400 000 ou 500 000 euros. C'est comme Blast, chaque année, ils lèvent, je ne sais pas combien, 800 000 euros. C'est des sommes pharaoniques. Et je sais qu'en fait, à droite, lever déjà 30 000 euros en donateur, c'est énorme. Alors qu'en fait, c'est ça aussi qui vous donne votre liberté. On peut penser ce qu'on veut de certains médias de gauche comme le Média. En fait, leurs premiers actionnaires, c'est leurs contributeurs payants mensuels. Et c'est ce qui donne l'indépendance. Et donc, ça, à droite, on n'ose pas en parler. Parce que vous avez peur de passer pour un pauvre, il faut rassurer tout le monde, parce que ça se fait pas, etc. Mais je pense que c'est nécessaire de le dire. Nécessaire de dire que, oui, à partir du moment où nous, on va passer 5000 abonnés, on va aller plus loin, etc. Et on va toujours faire plus. Et je pense qu'on l'a prouvé d'ailleurs depuis le début, parce que le Livre Noir aujourd'hui n'a rien à voir avec le Livre Noir d'avant en termes de développement. Alors, on a une autre question d'un abonné qui est un peu en détresse et qui demande comment avoir le magazine et qui explique que quand il passe au kiosque, il n'y en a plus de disponible. Alors, il y a effectivement sur le site internet de Livre Noir un point de vente. Donc, on a répertorié, on est présent dans 4700 points de vente à travers la France, 80% en dehors de la région parisienne. C'est important aussi, ça nous permet de toucher un public différent. Même si, encore une fois, sur notre chaîne YouTube, on a accès aux statistiques, plus de 90% sont en dehors de la région parisienne. Donc, on n'est pas du tout un média de Parisien. On est à Paris parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, parce que les invités, les politiques sont à Paris. On ne peut pas leur demander. Moi, j'adorerais aller travailler en Bretagne, au bord de la mer, chez mes parents, mais je pense que personne ne viendrait sur le fauteuil rouge. Donc, c'est aussi simple que ça. Et donc, vous pouvez aujourd'hui trouver le point de vente près de chez vous. Mais il y a effectivement certains points de vente qui ont été vidés, qui sont aujourd'hui, donc on avait des stocks et on a dû les réapprovisionner par 2 fois. Mais aujourd'hui, on n'a plus de stock. On ne peut plus acheter les magazines en ligne, on a tout épuisé. Et les stocks pour les kiosques, donc gérés par notre distributeur, ont été également complètement épuisés.
Donc, si vous ne les trouvez pas dans votre kiosque, vous pouvez trouver un autre kiosque. Mais si vous ne trouvez pas votre kiosque de chez vous, ça c'est important, sur notre site internet, ça veut dire qu'on ne l'a pas alimenté. Il y a à peu près 15 000 kiosques en France, on est dans 5 000. Dans ce cas, vous nous écrivez à contact@livrenoir.fr. Si vous pensez que certains de votre village seront intéressés par le fait qu'il y ait 5 magazines la prochaine fois qui soient mis dans le kiosque, on mettra le magazine Livre Noir dans le kiosque. Je l'ai fait pour plusieurs, je l'ai fait pour mes parents, parce qu'ils sont dans un village de gauche, donc je savais qu'en termes de ciblage, c'était pas forcément là qu'on allait viser, mais j'ai insisté auprès du distributeur en disant « je veux que dans tel village, il y ait au moins 5 magazines », mais vous pouvez faire la même chose et vous nous le dites. Pareil, s'il y a un libraire, on peut pas aller dans toutes les librairies, mais on peut, si vous avez une librairie amie, l'envoyer là-bas. Également, autre point fondamental, n'imaginez pas à quel point c'est important. Lorsqu'un magazine est caché dans le kiosque, vous allez voir le kiosquier et vous lui dites « pourquoi là vous le cachez ?» Vous lui montrez que ça vous intéresse. Si également même il n'y en a pas, vous lui demandez. Parce qu'en fait, le kiosquier, malgré tout, c'est un peu notre vendeur. Et donc, il faut qu'il le mette en avant, le kiosque. Donc ça, moi, j'ai vu mon imprimeur qui me racontait qu'en fait, il connaît des gens, des éditeurs de presse qui, en fait, ont eu en contact les 5000 kiosquiers dans lesquels ils ont les magazines. Et en fait, ça aide à faire cette promotion. Donc vous, il faut à chaque fois dire « il est super ce magazine », etc. Et il le mettra systématiquement en avant. Et de l'autre côté, il faut aller gueuler. Quand il y en a, il y a un de nos lecteurs qui nous a envoyé un mail là-dessus. Donc, on va faire un courrier, je crois que c'est un Super U, où en fait, ils ont dit non, on ne l'a pas. L'abonné de Livre Noir a dit non, mais j'ai vu sur le site, je sais que vous avez des magazines. Du coup, ils sont allés le chercher parce qu'il y était, mais il était dans le stock derrière. Parce que je pense qu'en fait, dans les Super U, ils s'en moquent. La caissière, elle s'en moque du chiffre, etc. de vente, contrairement au kiosquier. Et elle lui a donné le magazine en disant oui, mais c'est des racistes. Donc là, il faut gueuler. Il faut gueuler et nous, on va envoyer un mail, etc. Et il faut nous faire les remonter. Et c'est quelque chose de sympa aussi. Vous prenez votre mag, vous allez dans le train, vous le dites, etc. Et ça a un véritable impact. On a aussi une question qui vient peut-être d'un futur collègue qui nous demande si nous sommes à la recherche de nouvelles recrues. Alors, aujourd'hui, sur des salariés plein temps, pour l'instant, on est plein. On envisagera, si tout fonctionne, si on continue à bien vendre, si on monte en abonnés, une période de recrutement en mai-juin pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, ça va être une année encore plus folle, mais je ne le dis pas. Mais également pour janvier, en revanche, on cherche des alternants stagiaires de 6 mois ou des alternants d'1 an ou 2 ans pour renforcer le pôle écrit. Donc ça, c'est important. Soit le pôle montage vidéo aussi, parce qu'on a beaucoup de vidéos et il faut les traiter. Et le pauvre Maxime, il travaille comme un chien avec Nathan et avec Vincent. Mais on veut renforcer la partie site internet, notamment pour être très efficace pendant les élections européennes et permettre à nos journalistes aujourd'hui qui écrivent sur le site de pouvoir partir en reportage. Donc là, n'hésitez pas à envoyer une candidature. On est dans la phase de candidature, là, jusqu'à mi-décembre. Donc voilà, vous écrivez. Après, si vous êtes pigiste, vous avez des éléments, venez avec un sujet, mettez en avant ce que vous pouvez faire. Et voilà, nous, en règle générale, on répond à tout le monde. On a aussi un Lyonnais qui nous demande si il y aura une grande confrontation à Lyon avec des débats un petit peu plus longs cette fois. Alors, c'est vrai qu'on a organisé donc, notre grand événement le 30 septembre. C'était assez fou parce qu'on a rassemblé 1600 personnes dans cet endroit. C'était un vrai succès. Mobiliser des gens aujourd'hui, c'est plus compliqué. On a fait des vrais débats, on l'a vu, avec des véritables affrontements. Il y a une diversité aussi qui était mise en avant. Alors, les gens retiennent toujours Zemmour, mais on avait Karl Olive, on avait Amine El Khatmi qui vient de la gauche laïque. On avait même Karim Zeribi. Pour vous dire, moi, j'ai un procès j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'oublie les emmerdes juridiques que j'ai. J'ai un procès avec le CCIF qui, après avoir été dissous, est porté par les musulmans de France pour des propos que j'ai tenus lors d'un débat face à Karim Zeribi. Mais pour autant, on a invité Karim Zeribi, il a accepté de venir et il a joué le jeu. Parce que c'est ça aussi, Livre Noir. C'est que moi, mon boulot, c'est pas d'inviter mes amis, mes copains, ou les gens avec qui on s'entend ou qui disent du bien de nous. Notre boulot en tant que journaliste, c'est de donner la parole aux gens et d'être au service des abonnés. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve toujours chez nous. Et donc, cette grande confrontation, c'était ça. Et c'était très compliqué comme exercice à réaliser. Il y a des gens qu'on aurait aimé recevoir, des gens certains nous ont dit « Pourquoi vous n'avez pas invité telle personne ?» Je ne cite pas les noms parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si je commence à citer les noms, les gens après ne vont plus venir. Ils vont se dire « Oui, mais si on échange avec vous, etc., après vous allez le dire. » Mais il y a des gens
que les personnes nous reprochaient de ne pas avoir reçu. Sur le mode du « je comprends pas, vous avez eu Zemmour, mais pas lui », notre seule réponse qu'on devait dire normalement, c'est bien sûr, on l'a invité, on peut te montrer les SMS, on a harcelé, etc. Mais en fait, on ne peut pas le dire ça, parce que c'est manquer de respect, on ne va pas dévoiler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sollicite toujours tout le monde. Et derrière, l'aspect de faire un événement en dehors de la région parisienne, c'est un objectif en 2024, mais on va le faire en fonction de nos abonnés. Donc en gros, ça va être simple, parce qu'on ne va pas faire un événement si on pense qu'on ne peut pas mobiliser, et plus il faut en mobiliser un maximum pour pouvoir dire à des politiques « vous descendez de Paris ». Parce que ça, c'est pas de notre faute. Beaucoup de politiques ou d'intellectuels, ils vont rester dans la région parisienne. Encore une fois, je ne vais pas donner des noms. Mais si vous leur dites on va être 500, on va être 1000, ils descendent, faut pas le croire. Donc on va regarder nos abonnés. Parce que quand vous êtes abonné au magazine, etc., il y a votre adresse, et on va voir les endroits où il y a le plus de monde. Et là, on va appeler les personnes qui sont, on va leur demander est-ce que vous serez partant de venir. Certains peut-être ont envie d'organiser la réunion, peut-être qu'ils connaissent leur maire et ils vont nous trouver une salle gratuite, etc., pour que ça coûte pas trop cher. Et là, on va faire des événements. Donc ça, c'est un objectif, pas d'abord comme une grande confrontation, mais d'abord comme des conférences avec des rencontres avec nos abonnés, avec notre équipe, etc., courant 2024. Et le jour où on puisse faire vraiment un grand débat, ça peut être Lyon. Lyon, c'est une ville qui est appropriée, il y en a d'autres. On le fera, mais on le fera en fonction de nos abonnés. Ça, c'est important. Encore une fois, c'est ce qu'a fait Mediapart. Je parle beaucoup de Mediapart, mais c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Aujourd'hui, ils ont 230 000 abonnés. C'est énorme. C'est le média le plus rentable et le plus profitable de tous les médias français. Et ils ne dépendent uniquement de leurs abonnés parce que les gens comprennent que lire Mediapart, c'est être abonné à Mediapart et ce qui leur permet d'enquêter. Et nous, on a toujours été incapables de le faire à droite. Alors, on nous demande aussi si on compte se lancer prochainement sur Twitch. Oui, ça c'est une question qui m'a été posée aussi par un internaute qui fait beaucoup de Twitch. Twitch, l'objectif c'est de le lancer en janvier. Pour l'instant, on essaye de travailler Instagram, Twitter, YouTube. On a complètement délaissé Facebook depuis des années, c'est compliqué de se relancer là-dessus. On va se mettre à LinkedIn. TikTok, on avait un problème sur notre compte qui était suspendu, etc. On est en train de le récupérer. Et Twitch, l'objectif c'est janvier. Pendant le suivi des élections européennes. On ne veut pas se lancer si le format n'est pas bien. Il ne faut pas non plus... il faut créer quelque chose de sympa, qui soit direct avec les communautés, qui soit moderne. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Mais bien sûr qu'on va le faire. C'est juste qu'on ne peut pas être sur tout pour l'instant. On a un autre abonné qui nous demande si on compte médiatiser des associations. Donc, j'imagine plutôt des associations de droite, parce qu'il ajoute un peu d'optimisme ferait du bien. Optimiste, de temps en temps, on met en avant des choses positives. C'est une très bonne question, d'autant plus qu'on l'a déjà anticipé, parce que Louise, qui fait pas mal de reportages vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller voir ces reportages qui sont qui pour le coup nous ouvrent, qui sont plus des reportages de société. Elle va traiter de la question de la maternité, elle a parlé d'une question très compliquée de la pédophilie. Voilà, il y a plein de sujets. Et elle aura comme tâche aussi, elle a déjà commencé à le faire, d'effectivement de faire des reportages immersifs avec des associations de droite qui mènent un combat intéressant et qui sont dirigées par des jeunes. Et on va commencer par les associations qui ont été partenaires de Livre Noir pour l'événement du 30 septembre de la Grande Confrontation. Donc Némésis, Touche pas à ma statue, différentes associations étudiantes. Il y a également l'Institut pour la justice, je sais qu'elle les a contactés. Voilà, l'objectif, c'est de faire évidemment découvrir cela avec un format aussi pour Instagram, etc. D'être beaucoup plus dans une logique de collaboration. Nous, c'est vraiment ça. On est dans une logique d'ouverture avec tout le monde et de mettre des focus. Donc ça va être vraiment la mission de Louise. Et on le fait aussi en mettant en avant dans notre magazine différentes associations, différents éléments. Je pense à Occidentis, avec qui on fait de plus en plus de choses un peu en partenariat. On en parlera plus longuement une prochaine fois. Et qui, par exemple, avait une belle page complète dans le magazine qui mettait en avant Occidentis au milieu du magazine. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Une autre question très vaste, on nous demande nos positions sur le séparatisme et sur la peine de mort. Alors, sur la peine de mort, je pense que le reportage, il sort ce soir au moment où on est en train de faire l'entretien, mais est déjà sorti. On n'a pas une position là-dessus, en fait. Il y a énormément de débats. Je pense que la position, en règle générale, c'est la compréhension de se dire, pour certains cas, ce serait faisable. Après, nous, on va avoir une démarche où, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est véritablement porté par des hommes politiques. Ce n'est pas la priorité.
Et donc, c'est pas on va pas en faire un alpha et d'oméga sur la question de la peine de mort. Donc voilà. Mais là, l'idée, c'est le genre de sujet typiquement où on se contente vraiment de demander l'avis de tout le monde parce qu'il y a des sujets comme ça, des sujets un peu de société sur lesquels on veut pas s'enfermer. Parce qu'en fait, on n'a pas non plus envie, et je le dis vraiment honnêtement, on n'a pas envie de perdre des gens sur des sujets cruciaux comme la défense de la civilisation française ou de notre souveraineté, parce qu'on va avoir des positions là-dessus qui pourtant n'ont pas d'urgence en fait. L'urgence plutôt, c'est de faire en sorte que Salah Abdeslam fasse véritablement sa peine de prison en France et pas à Bruxelles, et qu'on lui mette le maximum. Et d'ici 30 ans, d'espérer quand même qu'à un moment donné, ça ne soit pas la gauche qui gouverne toujours le pays. Là, on se reposera d'autres questions. Il y a un autre auditeur qui demande... Et le séparatisme, on le voit dans tous nos reportages, je pense que je n'ai pas besoin de le mettre en avant. Alors, on a un autre auditeur qui demande: vos journalistes peuvent-ils se rendre dans les nombreuses zones de non-droit? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile d'y aller? En France, je veux dire. Très compliqué. Moi, j'ai été la semaine dernière avec Jules. Donc, on s'est rendu à la cité de la Castellane, à la cité de Campagne-l'Évêque, à la cité de Plandaou. Donc, différentes cités dans les quartiers nord de Marseille. Jules, c'était la première fois qu'il y allait. Moi, si vous vous rappelez bien, ceux qui nous suivent depuis 2 ans, j'avais fait un reportage déjà sur YouTube dans les cités en immersion. Mais Jules était vraiment effaré. C'est-à-dire que vous arrivez et vous voyez en fait des zones qui sont complètement fermées, contrôlées par les dealers, où il y a un ensemble de pierres, etc., qui sont dessus. Voilà. Je ne veux pas trop en parler parce que ça va être pour le reportage dans le magazine. Et il y en a d'autres, on va aussi en parler dans le magazine, à Roubaix, où Alexandre de Gazin et Pierre René y étaient la semaine dernière. Et où il me débriefait ce matin parce que je n'avais pas revu Alexandre depuis puisqu'ils sont rentrés samedi. Pierre René est en Israël, donc j'ai la peine croisé samedi soir, et qui me disait en fait c'est fou quoi. C'est-à-dire qu'on a vu des barbus, c'était 40, il y avait quelqu'un en haut de l'immeuble qui a envoyé des grammes de coke, l'autre en bas il a récupéré le pochon, etc. Et il faisait la circulation quoi. Donc ouais, il y a des zones où en fait on peut pas, et on n'y va pas en tant que journaliste en fait. On y va en tant que touriste ou on y va avec la police parce que de toute façon, sinon, ils vont venir, ils vont nous agresser, ils vont casser notre matériel, etc. Non, il y a véritablement aujourd'hui des zones de non-droit. Mais ce que je vois avec les policiers, c'est qu'en revanche, il n'y a pas de no-go zone. Les no-go zones, c'est ce que veulent les politiques. Ils disent, n'allez pas dans ces endroits-là. Mais les policiers peuvent y aller. Vous vous rendez aujourd'hui, prenez votre voiture, allez-y. C'est pas dangereux si vous y allez, vous faites un tour classique. Rendez-vous au niveau de Campagne-l'Évêque et surtout de la Castellane, parce que c'est à côté de l'autoroute à Marseille. Donc c'est facile de le prendre, vous passez vraiment devant et vous vous direz pourquoi on ne met pas 2 camions de CRS? C'est finito là, le trafic de drogue si on fait ça. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur de l'impact derrière. Parce qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure sur la guerre en Israël, nos responsables politiques, en règle générale, ont peur, et ont peur de devenir comptables d'une crise. Les gens ont peur de la crise aujourd'hui, alors que les leaders ont toujours été construits justement dans les crises. Et c'est ce qui fait qu'on a une crise de leadership aujourd'hui qui est énorme, parce qu'ils n'ont pas de courage. Et moi, c'est toutes les remontées qui me viennent de différents policiers qu'on a. Beaucoup veulent démissionner, beaucoup veulent partir, beaucoup en fait ne s'impliquent vraiment plus. En plus, ils doivent porter des caméras, etc. Donc en fait, ils sont toujours fliqués. Qu'avec les réseaux sociaux, en face, ils sont là à les filmer, etc. Comment vous pouvez utiliser la violence légitime et vous faire respecter dans ces endroits-là si systématiquement, on va vous accuser d'être un assassin ou un violent comme ils l'ont fait pendant l'affaire Naël? Et pour finir, on a un auditeur qui nous demande si on compte inviter Majid ou Chaka sur le fauteuil rouge de Libre. Oui, ça fait longtemps que je voulais l'inviter. Donc ça, je vais l'inviter. Là, on a un planning vraiment chargé sur les 2 prochaines semaines. Mais ensuite, on va le recevoir parce qu'il fait des vidéos intéressantes. Autre question d'un auditeur, comment concrètement soutenir Livre Noir? Alors aujourd'hui, pour soutenir Livre Noir, il y a 3 façons. D'abord, il y a globalement autour de l'abonnement. Il y a un abonnement à notre magazine trimestriel. Donc, 4 magazines par an, 260 pages. Donc, c'est vraiment un magazine complet. Si vous vous abonnez à notre magazine, vous le recevrez 48 heures avant qu'il soit en kiosque, 48 heures avant tout le monde. Donc ça, c'est cette formule-là dont on a vraiment besoin. Et en ce moment, on reporte un petit peu de quelques jours, parce que la FAQ, je l'ai fait un peu plus tard que prévu.
on reporte d'une semaine encore l'utilisation d'un code promo Ami Livre Noir qui donne moins 40%, mais sur les abonnements annuels. Donc si vous vous abonnez à l'année, vous avez le droit à moins 40% en vous abonnant à l'offre magazine. Il y a également l'offre numérique qui vous donne accès aux articles, à l'espace communautaire comme je l'ai dit, où vous aurez des quiz, des sondages qui vous sont dédiés, un courrier des lecteurs, une boîte à idées, un live mensuel, les coulisses du média, etc., qui vous seront donnés, un accès privilégié aussi aux événements. Il faut savoir aussi, j'ai oublié, c'est que pour l'abonnement magazine annuel, ils peuvent, depuis la semaine dernière, accéder au magazine en format numérique sur leur téléphone ou leur ordinateur. Parfois, c'est plus simple, lorsqu'on a oublié son magazine chez soi, de pouvoir le lire en numérique. Donc ça, c'est important. Et il y a l'offre complète aussi, numérique plus magazine. Et il y a une troisième solution aussi de nous soutenir, c'est la solution des dons. Parce que voilà, vous pouvez faire un don aujourd'hui défiscalisé à 66%, même si l'abonnement est défiscalisé à 30% aussi, parce qu'il faut qu'on crée une communauté de donateurs fidèles. Et que certains, peut-être, ont de l'argent à défiscaliser et vont vouloir faire des sommes. Alors ça peut aller de 10 € à 1000 €, parfois plus pour des grands donateurs. Et ils vont pouvoir nous aider là-dessus et on va pouvoir se dire, voilà, on va mettre cet argent sur du budget. Donc pour la fin d'année, c'est quelque chose d'important pour nous soutenir. Et ceux qui n'ont pas les moyens de nous soutenir, c'est complètement faisable. En tout cas, ceux qui ont les plus petits moyens, il y a l'offre à 4,99 € par mois. Donc c'est le prix d'un sandwich. Non renouvelable, ça veut dire que vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. C'est important, donc si à un moment donné vous ne me faites plus confiance, vous pouvez vous désabonner. Si en fait vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous désabonner et vous rabonner une prochaine fois. Et ceux qui ne peuvent vraiment pas, eh bien c'est simple, vous parlez autour de nous, vous nous relayez sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des informations, vous nous envoyez un mail. Et le jour où vous pouvez, eh bien, vous nous soutenez financièrement. Merci Eric. Merci beaucoup Pauline d'avoir accepté de jouer le jeu, de poser toutes ces questions. Il n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Super, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.